de Gage, responsable des prestations sociales. Et au titre de l'association SOS Suicide, nous avons Madame Annie Touréava, qui est la présidente, et Madame Germaine Vonquin, qui est la trésorière. Merci beaucoup. Les rappels, nous avons 3 rappels que je suis sûre que nous avons l'habitude d'entendre: le droit à l'image, les séances plénières qui vous sont réservées à vous, membres de cette institution. Vous seuls pouvez donner votre avis, et notre charte de conduite. Merci d'en tenir compte. Mesdames et messieurs les membres du CESEC, chers invités, citoyens engagés, chers amis Yorana, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour étudier et adopter nos projets d'avis. Et dans ce cadre, je tiens à réaffirmer l'engagement de notre institution pour une société plus juste et toujours plus saine. Chaque année, le 1er décembre, le monde entier commémore la journée mondiale du sida. Les gens du monde entier s'unissent pour apporter leur soutien aux personnes vivant avec le VIH et pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause du sida. En 2024, la Polynésie a enregistré 25 nouvelles contaminations, soit le double de l'an dernier. Un chiffre qui peut paraître minime, mais qui reste incompréhensible de nos jours. Ce constat alarmant repose sur le fait que les jeunes, souvent mal informés, adoptent de plus en plus de comportements à risque qui les exposent non seulement au VIH, mais à d'autres infections sexuellement transmissibles dont certaines peuvent mettre en péril leur vie. Chers membres, la jeunesse de notre pays a besoin de nous. Il est de notre devoir de faciliter la discussion sur ce sujet. Il est impératif que nous mettions à disposition toutes les informations nécessaires pour que le VIH et les infections sexuellement transmissibles ne se transmettent plus aux Fénois. Pour cela, il faut faciliter le dépistage et surtout promulguer de bonnes pratiques, notamment l'utilisation de préservatifs lors de rapports sexuels ou la fidélité dans un couple, qui restent les meilleurs moyens d'endiguer la propagation des IST. Je tiens à rappeler que le VIH est une infection et non une maladie. On ne peut pas l'attraper en partageant la nourriture, en buvant dans le même verre, en serrant la main ou le bras d'une personne atteinte d'une IST, ou encore en restant à côté de quelqu'un qui tousse ou qui éternue. Ces précisions me semblent nécessaires, car il est également de notre devoir de lutter contre la sérophobie, qui consiste à mettre à l'écart ou à discriminer les personnes séropositives dans la sphère professionnelle, dans les relations familiales ou intimes. En 2024, nous devons pouvoir parler du sida librement, comme on parlerait du diabète ou d'une autre maladie chronique. Malheureusement, le jugement moral reste bien présent. Ce jugement ne fait pas partie de la solution, et bien au contraire. Il faut taire, il fait honte, il fait du mal. À cet effet, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter le travail de sensibilisation mené par l'association Cousins-Cousines, représentée au sein du CESEC par son président, M. Karel Luciani. J'espère aussi, au travers de ce discours, réaffirmer l'engagement de notre institution dans la lutte contre tout ce qui porte atteinte à la santé morale ou physique des Polynésiens, et dans ce cas, le VIH et le sida. Je souhaite rappeler que nous devons faire preuve de solidarité face à cette pandémie, car
ce sont 25 Polynésiens de plus qui en sont victimes cette année, 25 de trop. Très chers membres de notre institution, parlons-en. Sensibilisons et surtout ne jugeons pas. Les problèmes qui œuvrent dans le noir ne seront jamais résolus si ce n'est que par la lumière. À nous d'aider à éclairer. Faites que les jeunes et les moins jeunes soient correctement renseignés. Faites que ces virus ne circulent plus comme ils le font actuellement. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie. Ce matin, nous avons prévu un ordre du jour dont vous avez reçu le contenu, qui se résume ainsi. L'étude, dans un premier point, l'étude d'avoir adoption du projet d'avis sur le projet de schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale. En point 2, l'étude avoir adoption du projet d'avis sur une proposition de loi du pays portant modification de la loi du pays numéro 2022-1 du 11 janvier 2022 relative aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française. Et ensuite, entre membres de cette institution, si nous avons des questions diverses, ce sera le moment. Aussi, pour le moment, nous allons aborder le premier point, l'étude d'avoir adoption du projet d'avis sur le projet du schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale. Pour cela, j'invite les rapporteurs, Madame Vaitia Legaïk et Monsieur Alain Teurier, à me rejoindre en tribune et à donner lecture du projet d'avis. Merci. Je vous laisse la parole, mesdames, messieurs. Ah, ça y est. Bonjour à tous, Yorana, bienvenue aux invités, bienvenue à chers collègues. Nous allons nous faire la lecture de ce projet d'avis donc, sur ce schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale. Objet de la saisine, le président de la Polynésie française soumet à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, de la Polynésie française, selon la procédure d'urgence, un projet de schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale de la Polynésie française 2025-2030. Grand 2, contexte et objectif. La société polynésienne est en constante évolution avec son lot de progrès et de défis. Face aux enjeux sociaux actuels et futurs, il est essentiel qu'une réponse cohérente et efficace soit apportée. Le gouvernement propose ainsi de mettre en œuvre sa stratégie sectorielle par un schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale de la Polynésie française 2025-2030. La présentation et les éléments contextuels du dossier du projet de schéma directeur exposent les principaux facteurs caractérisant la situation sociale de la Polynésie française. Il s'agit notamment d'éléments sociétaux tels que le vieillissement de la population avec un nombre de personnes âgées dépendantes qui devrait doubler entre 2010 et 2030, et d'éléments économiques. Entre guillemets, dans un contexte local marqué par une importante pauvreté et de fortes inégalités, l'enjeu des politiques sociales et médico-sociales au Fénois et de permettre le développement d'une collectivité plus égalitaire, inclusive, agissant en soutien des populations pour libérer le dynamisme des territoires en maintenant et renforçant la cohésion sociale. L'action sociale et médico-sociale revêt différentes formes à destination de divers publics vulnérables.
Ceux plus particulièrement ciblés par le projet de schéma directeur sont les personnes sans abri en voie d'exclusion, les personnes victimes de violences intrafamiliales, les personnes âgées dépendantes, les mineurs et les personnes en situation de handicap. Ce projet de schéma directeur a été élaboré en octobre 2023, puis finalisé par le gouvernement afin qu'il soit conforme aux 3 piliers de son programme politique, Fa'atura, respecter, Fa'ora, soutenir, Fa'atupu, bâtir. Il comprend une déclinaison de 27 fiches d'action en réponse à 7 axes principaux qui sont, premièrement, protéger les personnes sans abri et économiquement faibles. Prévenir et médiatiser les violences intrafamiliales. 3. Diversifier l'offre du bien vieillir et de la prise en charge de la dépendance. 4. Renforcer la protection de l'enfance par la médiation et la prévention. 5. Améliorer la prise en charge et l'insertion des personnes en situation de handicap. 6. Faciliter l'accès aux aides sociales. Et enfin, 7. Déployer un plan de formation initiale et continue en travail social. Le projet de schéma directeur inclut également une liste d'actions prioritaires concernant les années 2025-2026, une feuille de route détaillée pour chaque axe et action de 2025-2030 et un point sur les modalités de son pilotage. Grand 3, observations et recommandations. En liminaire, le CESEC relève qu'il est, une fois encore, saisi selon la procédure d'urgence, malgré ses précédentes alertes. Cette procédure ne lui permet pas d'étudier les projets gouvernementaux de matière éclairée et approfondie, qui plus est dans le cadre d'un plan pluriannuel tel qu'un schéma directeur. Bonjour tout le monde. Aussi, dans le délai imparti, le présent projet de schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale de la Polynésie française 2025-2030, soumis à l'examen du CESEC, appelle les observations et recommandations suivantes. Grand 3, 1. Un schéma directeur d'utilité sociale. 3, 1.1. Une réponse à un besoin de structuration et d'efficacité améliorée de l'action sociale et médico-sociale. Le CESEC relève que ce schéma directeur, initié sous l'ancien gouvernement, est repris par la majorité politique actuelle, ce qui lui confère une dimension consensuelle. Le CESEC reconnaît l'intérêt de disposer d'une liste organisée d'actions comprenant des modalités de mise en œuvre, des calendriers de déploiement et des indicateurs d'impact, et recommandait lui-même récemment de définir et adopter une stratégie d'action sociale et solidaire. 3.1.2. Un schéma directeur retardé mais développé notamment en matière de formation. Concernant l'axe 7, déployer un plan de formation initiale et continue en travail social, le CESEC considère que les formations diplômantes doivent être privilégiées. Le métier de travailleur social souffrant d'un manque d'attractivité financière, il convient que les personnes formées aient ainsi l'assurance de percevoir une rémunération adéquate. Concernant plus généralement le métier de travailleur social et médico-social, le CESEC rappelle ici quelques-unes de ses recommandations inscrites dans son avis numéro 20/2024 du 7 mai 2024 sur le projet de loi du pays relatif à la dérogation temporaire aux durées maximales du travail dans le cas d'interventions urgentes. Le CESEC préconise qu'une réflexion soit menée rapidement sur la possibilité de réserver dans le Code du travail des dispositions spécifiques relatives au personnel des foyers et organismes socio-éducatifs, ainsi qu'aux autres services d'aide à la personne nécessitant un suivi permanent de publics fragiles, garde à domicile des personnes malades ou non autonomes et établissements recevant des personnes âgées en perte d'autonomie. Enfin, le CESEC estime que le pays, compte tenu du caractère très spécifique de ces métiers, devrait mettre en place un statut particulier en s'inspirant d'autres dispositions au sein du Code du travail, comme celles concernant le statut des marins-pêcheurs et également celles relatives au secteur de la manutention portuaire. En tout état de cause, le sujet des salariés du secteur socio-éducatif doit être abordé rapidement par le pays, de même que les travaux visant à formaliser un code de l'action sociale et un statut des maires SOS, et ce, en concertation étroite avec les acteurs concernés. Enfin, le CESEC relève l'attention portée par le projet du schéma directeur sur la situation sociale des îles autres que Tahiti et Moorea. Exemple, fiche action 6.4, multiplier l'accueil des centres communaux d'action sociale au sein des Whareora à mesure de leur développement dans les archipels.
Dans ce sens, il invite le gouvernement à développer le principe du guichet unique et également à mettre en œuvre les capacités de téléconsultation, mais aussi les tournées sociales et sanitaires du pays dans les îles éloignées. 3-1.3. Dans l'attente d'un code de l'action sociale, la rédaction d'un code de l'action sociale de la Polynésie française est reconnue comme nécessité, que ce soit par la Chambre territoriale des comptes ou le CESEC. Le présent projet de schéma directeur prend le parti suivant. Aussi, sans renoncer à une codification adaptée au contexte local, le gouvernement préconise une démarche parallèle consistant à résoudre les éventuels conflits de normes. Point virgule, l'identification des dispositifs existants, mais peu ou pas appliqués, révision des dispositions inutiles, mise en cohérence et adaptation continue à la situation sociale. La société civile organisée estime que ce schéma directeur doit aboutir à la rédaction d'un code de l'action sociale. Aussi, le CESEC recommande la précision des réformes réglementaires envisagées par le gouvernement et leur insertion dans le schéma directeur. Cette liste devra inclure en particulier comme priorité la réglementation relative à la conformité des établissements en lien avec l'action sociale ou médico-sociale. Pour l'institution, ces réformes réglementaires sont à mener en préalable afin d'asseoir la sécurité juridique des actions du schéma directeur, comme celles relatives aux établissements et services d'aide par le travail, ESAT. À cet égard, le CESEC recommande la priorisation des réformes réglementaires liées au schéma directeur. 3-1.4. Un pilotage du schéma directeur à partager. L'avis relatif aux modalités de pilotage du schéma directeur précise notamment que l'objectif du schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale de la Polynésie française 2023-28 et 2025-2030 est de marquer une véritable rupture permettant à l'action sociale et médico-sociale de prendre un nouveau départ avec un impact mesurable sur les conditions de vie des Polynésiens. L'efficacité du pilotage du schéma est un aspect clé pour atteindre cet objectif. L'institution s'inscrit dans ce schéma directeur avec l'implication de l'ensemble du gouvernement. En effet, la mise en œuvre du schéma directeur est ancrée au ministère afférent en charge des solidarités avec un comité exécutif qui comprend le chef de projet et un responsable qualité, assisté par un pilote pour chacun des axes du schéma, nommé au sein du ministère des Solidarités. Selon les rédacteurs auditionnés par l'institution, il s'agirait également de faire appel à un prestataire de service dans le cadre de ce pilotage. Ainsi, l'institution considère que le document qui lui est soumis relève plus d'un plan d'action ministériel comportant ainsi ses propres limites d'action. Or, de par sa nature et afin d'être efficace, un schéma directeur doit être conduit de manière transversale. Aussi, pour l'institution, il semble que l'organisation retenue ne répond pas de manière adéquate à cette dimension. Par conséquent, le CESEC recommande une mise en œuvre interministérielle plus collégiale du schéma directeur impliquant notamment les ministères en charge de la protection sociale généralisée et celui en charge des finances. Grand 3.2, un schéma directeur à l'ambition contrastée. 3.2.1, un affichage ambitieux mais des moyens insuffisants. Selon la présentation et les éléments de contexte du document, le présent projet de schéma directeur est une priorité pour poser de nouveaux jalons en matière d'orientation stratégique de l'action sociale. Dans un premier temps, l'institution remarque que le projet porte une orientation résolument proactive. Cependant, elle s'interroge sur la faisabilité des délais très courts prévus pour la réalisation des actions envisagées. Certaines prévoient l'exécution d'infrastructures en l'espace de 6 ans sans précision de leur gouvernance. En outre, le projet de schéma directeur ne fait pas apparaître la dépendance de certaines actions les unes avec les autres. En effet, certaines présentent un intérêt majeur dans la conduite du projet et doivent être identifiées en tant que telles. Aussi, le CESEC se questionne sur la capacité du pays à respecter les délais affichés et sur la cohérence du projet de schéma directeur. Pour illustration, la Caisse de prévoyance sociale, CPS, lors de son audition, a fait part des difficultés de mise en œuvre de l'axe 3, diversifier l'offre du bien vieillir et la prise en charge de la dépendance dans tous les archipels. De manière contrastée, l'institution relève que l'enveloppe budgétaire dédiée à la feuille de route 2025 de 187 millions de francs CFP apparaît somme toute modeste pour le démarrage d'un schéma directeur.
3.2.2, un projet de schéma directeur non exhaustif, notamment quant à ses moyens. Le CESEC retient que les 27 actions du projet de schéma directeur ne font pas l'objet d'une estimation complète des moyens financiers comme humains correspondants. Ce projet n'établit donc pas de récapitulatif des principaux moyens à mettre en œuvre pour sa réalisation. L'institution relève que cette carence sur l'appréciation des moyens sur la durée, fragilise le projet de schéma directeur. En effet, pour exemple, les éléments d'anticipation du financement sont une garantie de crédibilité et de la pérennité de la conduite des actions. Interrogés sur ce point, les auteurs du projet de schéma directeur ont souligné le caractère évolutif de ce dernier. Ils ont mis en avant de manière positive l'adaptation qui pourrait être faite, notamment dans l'arbitrage annuel des actions à mettre en œuvre. Aussi, le CESEC s'interroge sur l'efficacité de concilier la structuration d'une politique publique avec une grande flexibilité de mise en œuvre. Le CESEC estime que si tel était l'objectif, une autre méthode consistant à identifier directement les besoins aurait pu optimiser la réalisation du document de référence, tant en coût qu'en délai. De même, l'institution observe que les auteurs auditionnés ont indiqué la construction d'un éco-village en 2025 à Taravao, sans que cette opération ne corresponde à l'échéancier du projet du schéma directeur. Il en est de même pour l'annonce par les auteurs du démarrage de la réalisation de 2 établissements en faveur du handicap en 2025 à Rayatea et à Bora Bora, hors schéma directeur et hors feuille de route 2025. Par ailleurs, l'institution estime que ce projet de schéma directeur privilégie l'aspect curatif de l'action sociale. La prévention n'y est pas assez valorisée, et notamment les actions pour améliorer la scolarisation ou pour accompagner l'éducation à la parentalité véritable levier de la résorption des inégalités sociales, comme le préconise le rapport du CESEC du 156-2024 du 14 août 2024. Une société polynésienne fracturée, quelle perspective pour une société plus équitable? Le CESEC note enfin que le projet de schéma directeur ne traite pas du suicide, la situation de détresse ultime. Il considère que le sujet est mésestimé au sein de la société polynésienne et relève à cet effet le refus depuis 2007 de la communication des informations sur le sujet par l'autorité compétente. En résumé, selon les rédacteurs, le schéma directeur est un outil pragmatique au sein de la politique sociale menée par le gouvernement. La présentation et les éléments de contexte du dossier précisent que l'objectif premier du schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale du pays est de planifier les actions concrètes avec des impacts mesurables sur une situation des publics les plus vulnérables. Le CESEC prend acte que le projet de schéma directeur peut être amélioré tant sur l'exhaustivité des mesures que sur la mise en cohérence et leur coordination. 3-2.3. Un outil fédérateur. En effet, si le CESEC observe une volonté forte de l'exécutif à mener certaines actions, le schéma directeur ne doit pas se résumer à une liste d'opérations dont la réalisation doit être priorisée avec les acteurs concernés. La société civile organisée note ainsi que la feuille de route 2025 de l'action sociale et médico-sociale a déjà été présentée en Conseil des ministres en octobre 2024, conféré avant-propos du projet de schéma directeur, avec 5 actions prioritaires sans que l'Assemblée de la Polynésie française n'ait examiné le présent projet de schéma directeur 2025-2030. Par ailleurs, le CESEC note que le schéma directeur est proposé plus d'1 an après sa première finalisation et que la nouvelle mouture ne semble-t-il pas fait l'objet d'une information auprès des parties prenantes. Cette consultation aurait pu ouvrir un espace propice aux explications de texte. Ainsi, concernant le handicap, la principale fédération auditionnée par le CESEC s'interroge sur le fondement et les éléments chiffrés ayant servi de base aux actions portées par le projet de schéma directeur. De plus, pour cette dernière, la prise en compte du handicap réclame une vision qui dépasse les actions prévues par l'axe dédié dans le projet du schéma directeur. Le CESEC rappelle à ce sujet son vœu relatif à la mise en place d'un schéma pluriannuel du handicap en Polynésie française. Enfin, il relève l'exemple de la fiche action 1.1, rénover les quartiers insalubres et réagencer les habitats collectifs, qui renvoie simplement dans son calendrier à la politique publique de l'habitat 2021-2030 et aux propositions des mesures de décohabitation du plan « La famille au cœur de nos actions ». Compte tenu des éléments précédents,
Le CESEC relève qu'il pourrait être difficile pour les acteurs de la filière de se projeter outre mesure dans le projet de schéma directeur proposé. Aussi, pour l'institution, le plan d'action présenté doit particulièrement veiller à consolider, selon l'état d'avancement des projets, l'adhésion des parties prenantes. Grand 3, 2.4, des moyens humains à mettre à la hauteur des défis sociaux. Les rédacteurs du projet ont confirmé que l'un des objectifs du gouvernement est de combler le déficit de moyens humains dans le domaine du social. Le CESEC s'en réjouit, mais considère le projet de schéma directeur trop incomplet sur le sujet. En effet, l'un des principaux acteurs qu'est la Direction des solidarités de la famille et de l'égalité des SFE a exprimé un besoin immédiat de 60 travailleurs sociaux. Pour illustration, un agent du département de la protection de l'enfant suit une moyenne de 80 situations sociales, là où son homologue métropolitain en traite 30. Le CESEC constate cependant que, d'après les rédacteurs, le projet de budget 2025 de la Polynésie française contient la création de 11 postes supplémentaires en faveur de la DSFE. De même, l'institution observe que le projet de schéma directeur mériterait d'identifier les moyens de revalorisation du métier de travailleur social et médico-social compte tenu de sa faible attractivité actuelle. L'accessibilité à ces métiers doit être améliorée, notamment à travers la mise en place d'une école dédiée, la création de brevets polynésiens et le développement de la validation des acquis et de l'expérience VAE. Enfin, les formations sectorielles existantes doivent faire l'objet d'une promotion accrue. Grand 4, conclusion. La situation sociale de la Polynésie française réclame des réponses fortes et rapides. Aussi, le projet de schéma directeur propose de se donner pour objectif de marquer une véritable rupture permettant à l'action sociale et médico-sociale de prendre un nouveau départ avec un impact mesurable sur les conditions de vie des Polynésiens. Cette rupture vise notamment à apporter des réponses aux situations de violence intrafamiliale, à l'allongement de l'espérance de vie et de manière plus générale à la gestion de la dépendance. Aussi, le projet de schéma directeur comporte 5 axes sur 7 en lien avec les publics vulnérables identifiés, les personnes sans abri et en voie d'exclusion, les personnes victimes de violences intrafamiliales, les personnes âgées dépendantes, les mineurs et les personnes en situation de handicap. Par ce projet, le gouvernement souhaite porter un éclairage sectoriel qui devrait aboutir à des concrétisations positives pour ces populations. Le CESEC estime que le projet du gouvernement n'a pas vocation à répondre à l'ensemble des problématiques du secteur, mais qu'il établit un plan utile d'action. Dans le contexte actuel, ce schéma directeur constitue une amélioration à saisir. Ce dernier propose en effet des solutions ciblées qui méritent d'être étoffées et mieux coordonnées afin d'offrir une dynamique crédible aux parties prenantes. Le CESEC recommande de prioriser avec les acteurs concernés les actions du schéma directeur. Tout d'abord, dans la perspective de la rédaction du Code de l'action sociale, il convient d'assurer la sécurité juridique par, premièrement, la précision de réformes réglementaires envisagées par le gouvernement et leur réinsertion dans le schéma directeur. 2. L'inscription prioritaire de la réglementation relative à la conformité des établissements en lien avec l'action sociale ou médico-sociale. 3. La priorisation des réformes réglementaires liées au schéma directeur. De plus, il recommande une mise en œuvre interministérielle plus collégiale du schéma directeur, impliquant notamment les ministères en charge de la protection sociale généralisée et celui en charge des finances. Le CESEC souhaite souligner le mérite des travailleurs sociaux et médico-sociaux, tant au sein des associations que des services administratifs, dans un contexte de manque criant de collaborateurs formés, alors que leur domaine est déjà difficile et complexe. Aussi, l'institution préconise que l'accessibilité à ces métiers soit améliorée et soutenue notamment à travers la mise en place d'une école dédiée, la création de brevets polynésiens et de développement de la validation des acquis et de l'expérience VAE. Enfin, les formations sectorielles existantes doivent faire l'objet d'une promotion accrue. Par conséquent, et sous réserve des observations et recommandations qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis favorable au projet de schéma directeur de l'action sociale et médico-sociale de la Polynésie française 2025-2030. Je vous remercie pour la lecture. Je vous donne la parole, mesdames et messieurs. La discussion est ouverte. Meva.
Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous et bienvenue aux invités. Maëva Van du Collège des Archipels, représentante du secteur de la perliculture. J'ai une question concernant la construction d'un éco-village. Quels sont les objectifs de la construction d'un éco-village et quels sont les axes sur lesquels il repose? Par rapport à la question que vous posez, on n'a pas débattu réellement sur le point concerné. On a juste suggéré à pouvoir l'inscrire dans le rapport, mais on n'a pas débattu réellement sur la construction de ce village. Pardon. Est-ce que c'est la même chose pour les établissements en faveur du handicap prévus à Reatea et à Bora Bora? Est-ce qu'on connaît le besoin dans ces îles? Veuillez nous excuser, mais on n'a vraiment pas débattu réellement sur les points des infrastructures lors de la commission. C'est un peu dommage que Henriette ne soit pas là aujourd'hui. C'était plus elle qui nous avait énuméré, mais on n'a pas débattu au plus profond sur le sujet. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez des projets pour les îles Tuamotu? C'est un des points que notre représentant a soulevé aussi dans la commission, que les îles des Tuamotu ne doivent pas être lésées par rapport aux îles ici de Teitim Auréa. Donc c'est notre représentant qui nous en a parlé. Donc c'est un point qui a été soulevé aussi également dans la commission. On parle de... Merci. Veheria, pardon. Voilà, en fait, c'était juste pour rebondir sur la question là, pour les centres qui vont être qui vont être créés dans les îles. Justement, Henriette, qui n'est pas là, elle soutenait justement cette nouvelle ouverture des deux centres, en fait. Parce qu'en fait, les îles, justement, sont lésées. Et donc, quand on lui a dit qu'il y avait 2 centres qui allaient s'ouvrir, elle soutient, en fait. Parce que tout est centralisé sur Tahiti. Donc, elle félicitait justement l'ouverture de ces 2 centres-là. Mais sinon, il n'y a pas de budget, on ne connaît pas, en fait. On n'a pas débattu sur ça. Merci bien, Jeff. Oui, merci Madame la Présidente. En fait, là, on voit bien qu'on est face à la grosse difficulté quand on est saisi en urgence. Toutes les questions que les gens posent sont extrêmement pertinentes, mais vous comprenez bien que quand on a 3 séances, en fait on en a 5, mais dans les faits, lorsqu'on peut recevoir juste sur 3 séances des invités, on voit bien la limite de l'exercice. Donc c'est la raison pour laquelle à chaque fois on essaie d'expliquer que un avis qui est traité comme ça dans des délais d'urgence, eh bien, en fait, on rajoute de la difficulté à la difficulté et on voit bien l'épaisseur du dossier. Donc, il est certain que je peux comprendre qu'en fin d'année, tout se précipite, etc., mais ça serait bien d'essayer de bien comprendre pour l'année 2025, puisqu'on peut imaginer émettre des souhaits, qu'on arrête de nous saisir en urgence sur des dossiers qui sont aussi cruciaux et aussi importants, parce qu'on voit bien qu'au bout d'un moment, on ne sait pas répondre, quoi. Voilà. Merci. Maximilien. Yaranata toi wharerea arana pariteni. Yaranat mo manhini. Niho te uira te tohene. Me tano ia uhia. Te nera mitrata San François Praura. Me potoro pa i teime. Te te mono tō aitane i nen he. Ui te o aite nen he. Ia tuhia pa ere tui tatato mo praura ae. Ia pe awhai waha mo i parau mitra. E te ahuruma pae mahana. Awhai me rato i te mahana pae, ua pau ia e toru mahana. E toi e ahuruma piti mahana. E te tera ahuruma piti mahana, ua pau o toi e toru. E toi e ono mahana no te paraparau.
Ai ti tano. E tano tō tātou e ani te whiara. I o ti ana e mai te hea te tapura whawha o te whenua. Te ahuruma pai no ti tema. Ho e mataiti tātou a rātou i whainene no te e mataiti mua. Piti tautini piti ahuruma pai. Whainene no piti tautini piti ahuruma ono. Ie te awa e hope e o te mataiti. Awa e mai e mo prau no te ani tātou. Ie e whaariro i tātou e tera mua pura parheno e te mata mua e whahorohoro ia, i te whainene ia. Tēnā tō mono. Ni e te parau no te no te rūra ai te mōhipa. Ie ino no te mea o paraparau mātou no te mōmutu. O paraparau hia no te mōmutu i roto i tāwara parau. E reira i roto i te mahamahana. I roto i te ahuruma pai mahana. Tei o mai te ia. E mahana i horo ahia i mātou i paraparau. Horo ahia i tātou i paraparau. E mahamahana. Ai ti tano. Te horo ara tātou, e te nuna no rātou ho e mataiti, whainene tapuraha mauara, mataiti piti tautini, piti ahurumano, marut wharorama. J'ai juste fait en tahitien les résumés que les gens ont parlé en français. Marou. Allez. Oui, merci, madame. Pour répondre, merci, madame la présidente. Pour répondre à ta question, Marie. Donc, tu peux te référer donc à la page 12 du schéma directeur sur la fiche d'action 1.2, créer un SAMU social à Tahiti et des éco-villages solidaires dans les archipels. Voilà. Tout est expliqué. Enfin, le schéma directeur est bien construit, il est bien huilé, ça on peut le reconnaître. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Quelqu'un a demandé derrière. Macalio? Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les invités, chers collègues Yorana. C'est pas simple, hein? C'est très compliqué. Parce que moi, je ne suis pas sur le... Quand vous avez lu, là, on arrive à la fin du projet d'avis, on se rend compte qu'il y a plus d'interrogations. Et puis, je suis étonné qu'on arrive à un avis favorable. Alors, il y a des doutes, il y a des interrogations. Ce n'est pas en l'espace de 4 séances. Quand j'ai dit 4 séances, c'est 4 séances brutes. Mais si on détaille les 4 séances, on n'a pratiquement rien pour débattre. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, mon ami Jean-François là, avait tout à fait raison. Ce n'est pas en très peu de temps qu'on va y arriver. Et celui qui lit le dossier, il arrive à la fin, comme moi, qui a participé à une séance, c'est quand on voit avis favorable, on a des doutes. Mais on est tenu de le faire, parce que l'idée, elle est bonne. Et pas à la force des choses, on s'est dit, ben on y va. Voilà comment, je pense que la plupart de mes chers collègues, qu'on va réfléchir, on va dire, mais si on lit ça, on ne va pas voter favorable. Il n'y a que des doutes, des suspicions, des mers et des mers. Ah, c'est compliqué. Mais après, à la fin, on s'est dit, mais en fait, c'est une bonne idée. On ne peut pas rejeter ça comme ça, d'un bloc. On est tenu à le voter favorablement. Mais je le tenais quand même à le signaler, parce que c'est important. Parce que moi, je ne m'embarque pas sur un bateau troué. Je veux un bateau où il n'y a pas de trou. Et là, je me rends compte qu'il y a plus... Il suffit de lire partout. Il n'y a pas un point qu'on dit, ben voilà, il y a espoir, il y a ci, il y a ça. Que des doutes, que des suspicions, que des merdes. Voilà. J'en ai fini, Madame la Présidente, mais c'était juste pour dire que je voterai favorablement parce qu'il y a nécessité. Merci bien, Macalio. Raymond. Merci Madame la Présidente. Bonjour aux collègues et bonjour à nos invités. Moi, cela concerne le projet de former seulement 11 travailleurs sociaux. La DSFE nous a parlé d'un besoin immédiat de 60 personnels. Je trouve que si on met ça sur 6 ans, ça repousse l'échéance encore. Et je crois que le nombre des sans-abri, de toutes les personnes vulnérables, va encore augmenter. Est-ce que ce ne serait pas possible, par exemple pour l'année prochaine, de demander une promotion de 20 personnes? Comme ça, au lieu d'attendre 6 ans, en 3 ans, on résorbe le déficit qui va peut-être continuer à s'accentuer.
Est-ce que ce ne serait pas possible? Merci, Madame la Présidente. Merci. J'ai une réponse. La question est posée, oui. Un autre avis? Allez-y. Je pense que l'intervention de Raymond est de plus un vœu auprès de notre gouvernement et nous espérons effectivement, en fonction des observations et des recommandations qu'il y a dans le rapport, notre gouvernement, nos invités ici présents, feront le nécessaire de pouvoir suivre les observations et recommandations. Je voulais juste répondre un petit mot à Monsieur Macalio, juste pour lui dire que il n'y a pas de suspicion au travers de ce rapport, mais par contre, effectivement, nous sommes tous d'accord qu'il s'agit ici d'une procédure d'urgence, mais cette procédure d'urgence ne suffit pas à pouvoir peaufiner un rapport bien détaillé et apporter des réponses nécessaires justement aux questions que nos représentants puissent nous poser. Merci. Merci. Félix? Maruru, présidente, je tenais, bonjour à nos invités, bonjour à tout le monde. Je tenais quand même à saluer le travail de la commission. Hein. Mais cependant, j'ai mis quand même un doute sur le fait que, j'ai pas de questions, mais c'est juste, je voulais intervenir pour marquer le coup et expliquer à nos invités ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que là, nous avons un beau schéma directeur, qu'il est ambitieux, avec toutes les actions prévues. Là, je vois sur le papier, en tout cas. Hein. Cependant, dans le rapport, vous avez relevé, je ne fais pas partie de la commission, et c'est là qui m'inquiète, c'est que le fait, c'est que vous avez relevé que déjà, ça débute l'année prochaine. Pour autant, on n'a pas les sous et on n'a pas le personnel. Les deux éléments les plus importants pour réussir ce schéma directeur sont manquants. Et c'est là le doute que j'ai lorsqu'on voit un rapport qui est bien fait du CESEC, mais simplement le gouvernement, je pense, met la barre un peu trop haut. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est une intervention pour dénoncer le fait que c'est bien de nous proposer des beaux textes, plein d'ambition, mais si derrière les moyens ne suivent pas, c'est voué à l'échec. Hein. Merci Félix. Thierry. Bonjour à tous et bonjour aux invités. Dans cette logique-là, en commission, on n'a pas eu beaucoup de débats sur le contenu des actions qui étaient prévues parce qu'effectivement, la plupart tombent sous le sens et on peut être que favorable. Et la plupart des critiques qui ont été faites sur ce schéma directeur, en fait, elles ne sont pas spécifiques à ce schéma directeur. Elles sont assez communes au principe même des schémas directeurs. Je voulais en venir à ça. Premièrement, parce qu'on peut constater que dedans, tout ne figure pas dans le schéma directeur. Je prends deux exemples. Quand on a parlé de la formation à la parentalité ou quand on a parlé du statut des aides à la personne, on nous a répondu « Ah non, mais ça, c'est initié, c'est en cours, on ne l'a pas mis dedans, mais on s'en occupe quand même. » On nous a dit « Tout n'est pas dedans. » Donc si tout n'est pas dedans, le problème qui se pose, c'est qu'ensuite, quand il s'agira de faire un bilan ou des priorités, ça peut poser un problème. Deuxième souci, effectivement, c'est que tous les schémas directeurs, on a l'impression que c'est un peu le bébé de chaque ministre. Chacun fait sa liste de ce qu'il souhaite faire, et c'est très bien. Mais effectivement, on parle beaucoup d'interministérialité, mais en pratique, quand on pose la question de savoir ce que ça veut dire, on nous dit que ça consiste à aller taper à la porte de chaque ministre après pour essayer d'avoir du soutien ou de l'aide ou des finances, etc. Mais qu'en fait, c'est bien chaque ministre qui se retrouve seul face à son schéma directeur à un moment ou à un autre. J'ai une remarque d'ailleurs à faire, c'est qu'au cours de la commission, j'avais demandé qu'on puisse recevoir le ministre des Finances pour nous expliquer comment il allait financer tout ça, et on n'a pas pu avoir sa présence. Donc déjà, effectivement, comment financer tout ça? Parce que les besoins, ce n'est pas nécessairement l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y a beaucoup d'études en cours. Ce sera pour les années qui suivent, mais on n'a aucune garantie que ça sera financé. Troisième problème également, c'est la temporalité. On a un schéma directeur 2025-2030. On nous présente d'ailleurs en ce moment sur la jeunesse 2025-2035, alors qu'il y a quelques points communs.
Il y a d'autres qui font 2021-2030. Enfin bon, chaque schéma directeur a sa durée, qui enjambe aussi les élections et les ministères, etc. Donc dans ce cas-là, le ministère a eu quand même a repris les travaux de l'ancien ministère qui avait été lancé, ce qu'on peut leur savoir gré, mais ce n'est pas toujours le cas. On a l'impression que quelquefois les schémas directeurs, quand le gouvernement change, ben, ils s'enlisent ou ils disparaissent, ou etc. Donc tout ça pour dire que sur ce schéma directeur, les critiques, ce n'est pas tant sur le contenu, c'est effectivement plutôt sur la méthode, et une méthode générale à tous les schémas directeurs. Pour moi, ces schémas directeurs, ils devraient être portés avant tout par le président et son gouvernement, et pas seulement être validés par le Conseil des ministres. Hein. Et par ailleurs, ils devraient courir des durées correspondant aux mandatures des gouvernements pour qu'on ait bien initié au départ par le gouvernement qui se met en place et à l'arrivée un bilan qui peut être fait de son action à lui sans qu'on puisse dire ah ben, soit c'est la faute au précédent, soit je laisse le précédent se débrouiller avec ce que je veux faire. Voilà, c'était ma commentaire. Merci bien. Un autre avis? Eh bien, si nous avons tout dit à propos de ce projet de loi, d'avis, nous allons passer au vote alors. Vous êtes d'accord? Je laisse la parole à Lucie maintenant. Merci Madame la Présidente, chers membres Yorana, chers invités Yorana. Donc, comme d'habitude, pour les présents, on va organiser le premier vote et après on fera le vote des procurations. Alors, qui est favorable au projet d'avis tel que vous a été présenté ce matin? Donc, un avis favorable, bien évidemment. Qui est favorable? Mon Dieu, il n'y a pas grand monde au portillon. Mireille Trouillet, Maëva Van, Andrea Royal, Isabelle Trebuc, Jean-François Benhamza, Sandra Labey, Léna Normand, Joël Carillo, Martine Neza, Raymond Raoul, Macalio Folito, levez vos mains. Hawata, Tane, t'es bon, Maximilien? Maximilien Hawata. Ina Outia, Moya Pereire, Temauri Yvette, Patrice Pohoué, Tayatua Edgar, Veiria Tehe, Félix Fong, Atonia Ter Inhorei, Stanley Elacotte, Bona Anne-Sophie, Marguerite Lai, Karel Luciani, Louis Provost, Thierry Mosser, Vaitia Le Gaïc, Alain Teurier, Voltina Dauphin-Romataroi, Eugène Sommers, Patricia Teriterahomia, Lucie Tiffenat, Jean-Michel Onsan, Mona Mamadou Yotopo. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc voilà pour les présents. Donc on les vote par procuration. Alors, M. Marc Barcinas a donné procuration à M. Maximilien Hawata. Pour. Mme Diana Yotko a donné procuration à M. Edgar Tayatoua. Pour. Mme Henriette Camia a donné procuration à M. Louis Provost. M. Christophe Play a donné procuration à Mme Andrea Rohiao. M. Tekinui Porlier a donné procuration à M. Joël Carillo. Mme Mawaiki Tewiyao a donné procuration à M. Félix Fong. M. Marotia Vitrac a donné procuration à Mme Raymond Raoul. Merci. Mme Mayana Montbrige a donné procuration à Mme Léna Normand. Et M. Maxime Antoine Michard a donné procuration à Mme Isabelle Trebuc. Voilà, Madame la Présidente. Merci bien. Le projet d'avis est adopté à l'unanimité
avec 43 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Voilà. Merci. Oui, vous pouvez. Merci Madame la Présidente. Donc, nous tenons à remercier donc, nos invités déjà ici présents pour leur participation efficace donc, à l'éclairage de ce projet de schéma directeur et ainsi à tous les invités qu'on a reçus entre-temps qui ne sont pas présents évidemment, qui nous ont permis d'avoir un éclairage quand même de la façon dont est organisé ce schéma directeur. On remercie également tous les collègues là, qui ont participé aux commissions, là, qui ont bien travaillé sur le sujet, et puis pour arriver à sortir quelque chose de concret. Voilà. Merci à tous. Et puis, comment ? Ah oui, oui, j'ai oublié les rédacteurs et toute l'équipe, évidemment, des administratifs qui ont participé à ce projet. Le schéma directeur qui est un peu compliqué et assez confus. Mais bon, on a réussi à y arriver. Hein. Merci à tous. Merci bien. Merci au monde. Merci aux invités. Ceux dont le dossier vient de passer, vous pouvez disposer. Merci. Merci encore. Merci, mesdames et messieurs les rapporteurs. Merci de votre collaboration. Sans plus tarder, nous passons au deuxième point avec l'étude à voie adoption du projet d'avis sur une proposition de loi du pays portant modification de la loi du pays numéro 2022-1 du 11 janvier 2022 relative aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française. Et pour cela, j'invite les rapporteurs, Madame Lucie Tifna et Monsieur Joël Cario, à me rejoindre en tribune et à donner lecture du projet d'avis. Merci. Merci, Madame, Monsieur le rapporteur. Je vous donne la parole. Bonjour à tout le monde. Donc on va commencer par vous lire le projet d'avis de la Commission. Objet de la saisine. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française, soumis à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, une proposition de loi du pays portant modification de la loi du pays numéro 2022-1 du 11 janvier 2022 relative aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française. 2. Contexte et objectifs. Les sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi statutaire sont des entités dont le capital est détenu majoritairement par le pays dans une limite de 85%, mais également par des acteurs privés. Leur structure permet en effet d'associer les compétences et les ressources publiques et privées pour mener à bien des projets d'intérêt général dans des secteurs dits stratégiques ou de développement économique. Les sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le Code de commerce tel qu'applicable en Polynésie française,
sous réserve des dispositions législatives particulières qui leur sont applicables, telles que celles de la loi du pays numéro 2022-1 du 11 janvier 2022, relative aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française, et de la délibération numéro 2023-56 APF du 12 octobre 2023 relative au statut type de ces SEM. En matière de gouvernance, l'article LP 225-51-1 du Code de commerce prévoit que les fonctions de président du conseil d'administration, PCA, et de directeur général DG au sein d'une SEM peuvent être dissociées et qu'il revient au conseil d'administration d'effectuer ce choix. Aussi, la direction générale d'une SEM peut être assurée selon deux options, soit par le président du conseil d'administration portant ainsi le titre de président directeur général, donc PDG, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et porter le titre de directeur général. Au terme de l'exposé des motifs, la proposition de loi du pays aujourd'hui présentée a pour objet d'insérer, dans le cadre de ce second schéma, une disposition précisant au sein de la loi du pays numéro 2022-1 du 11 janvier 2022 précité que le directeur général et le cas échéant les directeurs généraux délégués doit être choisi en dehors des administrateurs ou actionnaires de la société. Cette mesure viserait à dissocier clairement l'aspect stratégique qui relève du conseil d'administration de l'aspect opérationnel de la gestion et de la mise en œuvre des objectifs stratégiques retenus confiés au directeur général. L'exposé des motifs précise par ailleurs qu'il s'agit là de venir renforcer juridiquement des dispositions que l'Assemblée de la Polynésie française a déjà intégrées dans les statuts types des SEM adoptés par la délibération du 12 octobre 2023 précitée. En effet, au terme des dispositions de l'article 18 des statuts types des SEM créés par la Polynésie française, adoptés par cette délibération de 2023, le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président élu pour la durée de son mandat d'administrateur et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires. S'il juge utile, il peut nommer un directeur général ou un ou plusieurs directeurs généraux délégués qui sont choisis en dehors des administrateurs et des actionnaires. Donc, grand 3, observations et recommandations. Donc, la proposition de loi du pays appelle de la part du CESEC les observations et recommandations suivantes. Donc, petit 1, sur la faculté de dissocier les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général. Pour mémoire, la possibilité de confier l'exercice de direction générale à une personne physique autre que le président du conseil d'administration PCA a été introduite dans la réglementation relative aux SEM polynésiennes par la loi du pays numéro 2012-14 du 16 juillet 2012. La réglementation en vigueur prévoyait uniquement la possibilité de concentrer les pouvoirs de direction au niveau de la présidence du conseil d'administration. L'ajout de l'alternative de pouvoir dissocier ces pouvoirs de direction d'une SEM a été effectué afin d'assurer une pérennité et une stabilité à la direction générale des SEM, alors soumise aux aléas des changements de gouvernement depuis 2004. En 2016, cette disposition a été reprise dans son ensemble par le Code du commerce au sein de l'article LP 225-51-1 précité, applicable aux sociétés anonymes et aux SEM créées par la Polynésie française. Donc, l'article LP 225-53 du Code du commerce précise également que le PDG ou le DG peuvent être assistés dans le cadre de l'exercice de la direction générale par une ou plusieurs personnes physiques portant le titre de directeur général délégué DGD. Ainsi, en situation de cumul de fonctions, le PDG dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées ou qu'elle réserve spécialement au conseil d'administration. Il assure, le cas échéant, la direction opérationnelle de la société en sa qualité de directeur général et supervise l'établissement des grandes orientations stratégiques dans la direction de la société, donc en sa qualité de président du conseil d'administration.
En cas de dissolution de fonctions et nomination de dissociation de fonctions et nomination d'un directeur général, le conseil d'administration détermine les orientations stratégiques de l'activité de la SEM et assure un contrôle général de la gestion de la société. Le président organise et dirige les travaux du conseil et de l'assemblée générale, mais n'a plus vocation à assurer la direction générale de la société. Dans ce cadre, le directeur général assure la gestion opérationnelle et la représentation de la société vis-à-vis des tiers. Enfin, en cas de désignation d'un ou de plusieurs DGD, les pouvoirs de ces derniers fixés par le conseil d'administration en accord avec le PDG ou DG, bien que souvent similaires à ceux du directeur général, sont en principe liés à un domaine déterminé ou à un secteur d'activité défini du fait de leur mission d'assistance de direction générale. En matière de rémunération, dans le cadre des dispositions de l'article 16 de la loi du pays du 11 janvier 2022 précitée, l'article 19 des statuts types des SEM prévoit notamment que la rémunération du président et celle des directeurs généraux sont fixées par le conseil d'administration, étant précisé qu'il ne peut être attribué aucune rémunération ou avantage particulier aux représentants de la Polynésie française et aux représentants des établissements publics actionnaires sans une décision expresse de l'autorité qui les a désignés. Ainsi, cette dernière autorité doit en l'espèce fixer le montant maximum de la rémunération ou des avantages particuliers susceptibles d'être perçus, ainsi qu'autoriser la mission au titre de laquelle les sommes ou avantages sont perçus. Observations et recommandations. Au regard du tableau récapitulatif repris au sein de l'exposé des motifs, le CESEC constate que les pratiques varient selon les sociétés et que sur les 8 SEM créées par la Polynésie française, 4 d'entre elles ont fait le choix de concentrer les pouvoirs entre les mains d'un PDG, assisté le cas échéant d'un directeur général délégué. Les 4 autres ont opté pour la dissociation avec la nomination d'un directeur général et d'un directeur général délégué. L'institution comprend, au regard de la pratique, que le choix du mode d'exercice de la direction générale a des implications significatives pour la gouvernance de la société et qu'il peut être guidé par la taille, la complexité de la SEM, par son activité, ainsi que par les exigences des parties prenantes. Ainsi, un cumul de fonctions peut favoriser une prise de décision plus rapide et une meilleure coordination des actions, exemple de la SEM Vaitama, tandis qu'une séparation de ces fonctions peut renforcer les mécanismes de contrôle et de surveillance, réduisant ainsi les risques de conflits d'intérêts et d'abus de pouvoir, exemple de la SOFIDEP et de TNTV. La transparence et la clarté des responsabilités sont également des aspects cruciaux à considérer dans ce choix. En tout état de cause, la direction générale d'une SEM constitue un poste clé présentant des enjeux spécifiques liés à la nature hybride de ce type d'entité, une SEM se trouvant à mi-chemin entre le secteur public et le secteur privé. Toutefois, le CESEC souligne à nouveau que le problème de gouvernance dans une SEM réside moins dans la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme que dans la composition et le fonctionnement même des conseils d'administration, jouant un rôle prépondérant dans une société. Il préconise une fois de plus qu'une attention particulière soit portée sur la qualité, les compétences et la disponibilité des administrateurs publics au sein des SEM au moment de leur nomination. De même, les critères de sélection pour le poste de directeur général d'une SEM doivent à minima inclure des compétences en gestion d'entreprise, une expérience significative dans le secteur d'activité de la société et une capacité à travailler en collaboration avec les organes de gouvernance de la société. Les candidats doivent également démontrer une compréhension approfondie des missions et des objectifs de la SEM, ainsi que des compétences en leadership et en gestion financière. L'institution recommande une transparence accrue et une communication claire sur les politiques de rémunération. Cette recommandation s'applique en cas de cumul de fonctions, mais également en cas de décision expresse préalable de l'autorité compétente dans le cadre de la rémunération des représentants de la Polynésie française et de ceux des établissements publics actionnaires. Enfin, en matière de contrôle, le CESEC retient qu'il s'effectue d'une part
au niveau interne, via le conseil d'administration dont les représentants des personnes physiques sont chargés de rédiger annuellement un rapport écrit et un rapport spécial en cas de délégation de services publics, et via également les commissaires aux comptes. D'autre part, au niveau externe, le contrôle s'effectue par la Chambre territoriale des comptes. Alors, petit 2. Sur le renforcement proposé en matière de nomination du directeur général et des directeurs généraux délégués. Si les dispositions du Code de commerce précisent bien que le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration, parmi les membres de ce conseil, donc c'est là que confère l'article LP 225-47, aucune ne mentionne explicitement l'obligation de choisir le directeur général ou un ou plusieurs directeurs généraux délégués en dehors du conseil d'administration. Or, comme constaté précédemment, le choix de dissocier les fonctions de président d'administration de celles du directeur général est souvent guidé par des objectifs d'amélioration de la gouvernance et de performance globale de l'entreprise. Dans ce modèle, d'une part, le PCA est chargé de piloter le conseil d'administration et de s'assurer notamment du respect des objectifs stratégiques fixés par les actionnaires. D'autre part, le directeur général, ou dans une certaine mesure le directeur général délégué, est responsable de la gestion quotidienne de la société et de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Donc, les observations et recommandations. Donc, pour le CESEC, la nomination d'un directeur général en dehors des administrateurs et du conseil d'administration a plusieurs implications pratiques pour la gouvernance de la SEM. En effet, le directeur général doit être en mesure d'apporter une expertise indépendante et objective, comportant notamment des compétences spécifiques qui ne sont pas forcément présentes parmi les administrateurs. En outre, cette approche du choix du DG en dehors du conseil d'administration permet de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, d'assurer la continuité de la gestion de la SEM, d'améliorer la transparence et de renforcer la supervision du conseil d'administration, le tout contribuant à une gestion plus efficace et plus responsable de la SEM. Toutefois, telle que proposée, la nouvelle obligation intégrée n'est assortie d'aucune sanction. Aussi, l'institution préconise que cette disposition soit complétée par une sanction, en s'inspirant par exemple des sanctions de l'article LP 17 de la loi du pays du 11 janvier 2022. Par ailleurs, du fait du renforcement opéré au sein de la loi du pays de 2022, l'institution recommande la mise en cohérence des statuts types, notamment de l'article 18 de ces statuts, tel qu'adopté par la délibération du 12 octobre 2023 précitée. Il est en outre à souligner que le délai de 3 mois donné aux SEM existantes pour se mettre en conformité demeure suffisant pour la plupart des personnes auditionnées. Enfin, le CESEC recommande que les mêmes dispositions trouvent à s'appliquer également aux établissements publics de la Polynésie française, EPA et EPIC. Conclusion. En matière de gouvernance des SEM créées par la Polynésie française, le Code du commerce prévoit que les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général au sein d'une SEM peuvent être dissociées et qu'il revient au conseil d'administration d'effectuer ce choix. La proposition de loi du pays aujourd'hui présentée a pour objet d'insérer dans le cadre de ce schéma de dissociation et au sein de la loi du pays 2022-1 du 11 janvier 2022 une disposition obligeant le choix d'un directeur général et le cas échéant les directeurs généraux délégués en dehors des administrateurs ou actionnaires de la société. S'agissant de la faculté de dissocier les fonctions de président de conseil d'administration de celles de directeur général, l'institution comprend que le choix du mode d'exercice de la direction générale a des implications significatives pour la gouvernance de la société et qu'il peut être guidé par la taille, la complexité de la SEM elle-même ou de son activité, ainsi que par les exigences des parties prenantes. Ainsi, un cumul de fonctions peut favoriser une prise de décision plus rapide et une meilleure coordination des actions, tandis qu'une séparation de ces fonctions peut renforcer les mécanismes de contrôle et de surveillance, réduisant ainsi les risques de conflits d'intérêts et d'abus de pouvoir. La transparence et la clarté des responsabilités sont également des aspects cruciaux à considérer dans ce choix. En tout état de cause, la direction générale d'une SEM constitue un poste clé présentant des enjeux spécifiques liés à la nature hybride de ce type d'entité. Une SEM se trouvant à mi-chemin entre le secteur public et le secteur privé. Toutefois,
Une attention particulière doit être portée sur la qualité, les compétences et la disponibilité des administrateurs publics au sein des SEM au moment de leur nomination. De même, les critères de sélection pour le poste de directeur général doivent à minima inclure des compétences en gestion d'entreprise, une expérience significative dans le secteur d'activité de la société et une capacité à travailler en collaboration avec les organes de gouvernance de la société. L'institution recommande une transparence accrue et une communication claire sur les politiques de rémunération. Cette recommandation s'applique en cas de cumul de fonctions, mais également en cas de décision expresse préalable de l'autorité compétente dans le cadre de la rémunération des représentants de la Polynésie française et de ceux des établissements publics actionnaires. Concernant le renforcement proposé en matière de nomination du directeur général et des directeurs généraux délégués, le CESEC estime que la nomination d'un directeur général en dehors des administrateurs et du conseil d'administration a plusieurs implications pratiques pour la gouvernance de la SEM et que le directeur général doit être en mesure d'apporter une expertise indépendante et objective. En outre, cette approche du choix du DG en dehors du conseil d'administration permet de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, d'assurer la continuité de la gestion de la SEM, d'améliorer la transparence et de renforcer la supervision du conseil d'administration, le tout contribuant à une gestion plus efficace et plus responsable de la SEM. À cet effet, l'institution préconise que cette disposition soit complétée par une sanction et que les statuts types de la SEM soient mis en cohérence avec cette nouvelle disposition. Enfin, le CESEC recommande que les mêmes dispositions trouvent à s'appliquer également aux établissements publics de la Polynésie française, EPA et EPIC. Sous réserve des observations et recommandations qui précèdent, le Conseil économique, social, environnemental et culturel émet un avis favorable à la proposition de loi du pays portant modification de la loi du pays numéro 2022-1 du 11 janvier 2022 relative aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française. Merci bien, mesdames, madame le rapporteur et monsieur. Je vous laisse la parole. J'ouvre la discussion, mesdames et messieurs les membres. Méré. Merci Madame la Présidente. Bienvenue aux invités. Est-ce que vous avez abordé les conditions de sortie d'un DG ? Quelles sont les conditions de sortie? Parce que souvent on parle de parachute doré, etc. Est-ce que vous avez abordé ce sujet? Je comprends. Méré, merci pour ta question. Je crois que nous n'avons pas abordé cet aspect du texte parce que nous nous sommes concentrés sur la modification qui est proposée par le pays, qui est prévue par l'article EP1 de la nouvelle réglementation qu'on nous propose. Voilà. J'ai oublié de vous présenter quelqu'un qui est arrivé pendant qu'on discutait, je m'en excuse. Nous avons avec nous un président directeur général au titre de la Société d'assainissement des eaux de Tahiti, Vaitama, M. Nicolas Bertolon, président directeur général de cette association. Merci beaucoup d'être là. Je vous laisse la parole à nouveau. Félix. Marou, président, bienvenue à nos invités. En commission, il a été prévu, selon les textes, un délai de 3 mois pour à ce que la régularisation soit faite et que le président directeur général soit changé, soit remplacé. Toujours est-il, cette loi vient en contradiction avec les statuts des SEM. Voilà. Donc, faudra-t-il que les SEM changent leur statut? Et dans la situation où les SEM ne changent pas leur statut, qu'en sera-t-il? Est-ce que le fonctionnement habituel se fera? Est-ce qu'il y aura une intervention d'un service extérieur pour forcer les SEM à évoluer dans leur statut? On n'en sait rien. Voilà. Mais toujours ça a été discuté quand même. Mais comme c'était toujours
les questions sans réponse, voilà. On ne sait pas plus. Maruru. Oui, Lucie. Oui, alors merci Félix. Effectivement, nous n'avons pas approfondi cet aspect de notre texte, de notre étude, mais moi personnellement, j'ai des informations sur une SEM qui est en train de préparer effectivement la modification de ces statuts pour être en conformité par rapport à ce texte. Effectivement, je pense que s'il y a des statuts types, hein. Mais non, on a bien vu sur les 8 SEM qui ont été créés par le pays, enfin, qui existent, qui fonctionnent toujours aujourd'hui. Hein. Donc il y a deux fonctionnements hein, qui ont été, qui sont utilisés actuellement. Mais je sais que si ce texte passe, bien évidemment, s'il y a des SEM dont les statuts ne sont pas en conformité par rapport à cette modification, ils devront le faire. Et je sais qu'il y a une, je tairai le nom, qui sont actuellement en train de demander à modifier le statut. Voilà. Mais effectivement, on n'a pas eu vraiment d'autres invités qui pourraient, à part le secrétariat général du pays, qui nous a bien aidés sur la partie M. Macheneau, mais on n'a pas eu. Et il y a eu, par contre, un invité qui était assez intéressant, M. Bertolon, qui nous a parlé effectivement du fonctionnement de la SEM de Punavia. C'est aussi, voilà. Mais on n'a pas eu le temps d'avoir plus d'invités. Mais je sais qu'il y a des SEM qui sont en train de modifier leur statut. Merci bien, Madame Raymonde. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais dire à Félix Fong que le texte ici n'est pas en contradiction avec le statut des SEM. Il s'agit simplement d'apporter des éclaircissements quant au deuxième schéma, à savoir, vous avez le premier schéma avec le PDG, et qui peut avoir des DGD, des DGD, pardon. Et le second schéma où il y a un président du conseil d'administration et un DG. Et là, on vient simplement nous dire que les DG doivent automatiquement ne pas sortir du milieu des administrateurs ou du milieu des actionnaires. C'est simplement ça qu'on vient apporter comme précision, ce qui fait qu'en fait, ça ne changera rien à ceux qui veulent rester PDG. Ce n'est pas une obligation qu'on est en train de faire. On apporte des précisions. Là, on n'oblige pas les gens à changer de fonction, si vous voulez. Bon, c'est sûr que lorsque nous avons reçu divers intervenants, quand on a vu par exemple le TNTV et l'autre, Sophie Depp, ils nous ont dit que quand il y a un PCA, c'est un DG qui est en dehors déjà des administrateurs et des actionnaires, donc c'est quelque chose qui fonctionne et on veut pousser les autres qui ont un PCA et un DG que ça se régularise, si vous voulez. C'est-à-dire que le DG doit automatiquement être choisi en dehors des administrateurs ou des actionnaires. Mais ce n'est pas une obligation pour ceux qui sont PDG. Merci, voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, Félix, en tout état de cause, ce texte, c'est pour le futur. C'est-à-dire que lorsqu'on va désigner maintenant un directeur général, il faudra qu'il soit en dehors. Par contre, tout ce qui existe aujourd'hui correspond au statut qui existe pour les sociétés anonymes que sont les SEM. Et donc, à partir de là, si j'ai bien compris, il n'y a pas de changement, sauf si la société elle-même décide de modifier son statut. Et auquel cas, si elle décide de modifier son statut, elle doit appliquer les règles qui sont nouvelles et qui viennent d'être votées. C'est tout. Autrement, si la personne est PDG, elle restera PDG s'il n'y a pas de modification de statut, puisque c'est la règle de la société anonyme, qui existe déjà, d'après ce que j'ai cru comprendre. Merci. Monsieur Thierry, après Jeff. Moi, je m'interroge sur l'opportunité, aussi bien sur le fond de ce projet de texte. Sur l'opportunité, je note que le projet de texte vient de l'Assemblée et pas de la présidence.
Donc la première question que je voudrais poser, c'est de savoir quelle était la position exprimée par la présidence au cours de la commission, puisque ce n'est pas eux qui sont à l'initiative du texte, et c'est quand même eux qui nomment, à ma connaissance, justement les présidents des sociétés d'économie mixte. Donc voilà, premier commentaire. Sur le fond, il ne faut pas mélanger, c'est-à-dire que le texte, il ne dit pas qu'on ne peut pas être PDG et directeur général à la fois. Il parle d'être membre du conseil d'administration, ce qui va beaucoup plus loin. J'aurais compris effectivement un texte qui dirait qu'on ne peut pas cumuler les fonctions de président du conseil d'administration et directeur général, ça je le comprends. Mais dire qu'on ne peut même pas être membre du conseil d'administration, ça va quand même beaucoup plus loin. Après, ça dépend des situations, mais moi je considère qu'un directeur général, il ne fait pas juste appliquer comme ça une politique qu'on lui ordonne de faire. C'est quand même beaucoup mieux quand il est impliqué dans la prise de décision. Moi, je ne trouve pas anormal qu'il soit au conseil d'administration et qu'il puisse donner son avis et que son avis puisse compter, parce qu'après, c'est quand même lui qui devra appliquer les choses. Donc voilà, j'aurais compris un texte qui dirait qu'il ne peut pas cumuler les fonctions, mais là, ça va plus loin. Ça dit qu'il ne peut même pas être membre du conseil d'administration. Et moi, je trouve que ça va un peu loin par rapport à cette situation. C'est quand même bien qu'il soit impliqué dans les décisions stratégiques aussi. Voilà. C'est ton point de vue. Mais il me semble que si une personne est directeur général, c'est-à-dire c'est son job, c'est ce qu'on dit, il faut qu'il soit, disons, conscient des objectifs de sa société et qu'il soit parfaitement intégré dans la société, comme tout ça, entre guillemets, il n'est pas salarié, mais salarié, quoi. Donc à partir de là, il est, je dirais, s'il était au conseil d'administration, au niveau du conseil d'administration, il pourrait influencer, même s'il n'était pas. Donc à partir de là, tout est bien séparé. La stratégie, la gestion, la réalisation et autres. Voilà. Merci, Jeff. Merci Madame la Présidente, bonjour à nos invités. Alors effectivement, la question de Thierry est pertinente, seulement voilà. Nous, on voit que dans les préconisations qu'on fait, on fait vraiment preuve de bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des moments, des fois je me dis, mais comment c'était possible avant ? On prenait des gens qui ne connaissaient rien à la société, qui ne connaissaient rien à la gestion, qui ne connaissaient rien à la RH, et on les bombardait à la tête de la boîte. Il y a un truc qu'on a du mal à imaginer. Donc nous, sur les préconisations, je pense qu'on a été très très clair. On va essayer d'abord de faire en sorte que la qualité, les compétences, la disponibilité des administrateurs publics au sein des SEM, au moment de leur nomination, ça fasse partie des critères que l'on prenne en considération. Ça me paraît même être le minimum que l'on puisse attendre. Donc là-dessus, on a du bon sens. Sur l'histoire du PCA, du président du conseil d'administration et du DG. En fait, si on veut bien comprendre les choses, et je crois qu'on a un exemple qui fonctionne comme ça, même s'il n'a pas d'obligation, c'est la CPS. Au niveau de la CPS, on a un conseil d'administration. Il n'y a personne du conseil d'administration qui s'est retrouvé DG. Il y a un président du conseil d'administration, il y a des administrateurs. Travail sur la stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on met en place comme action? Et le directeur général, lui, c'est le technicien qui met en œuvre. Cela étant, il n'est pas mis de côté dans le cadre des décisions, puisqu'il fait partie du conseil d'administration, puisqu'il vient devant les administrateurs pour échanger sur la politique en cours et pour répondre aux questions qu'on lui pose. Donc, il est présent, il est impliqué dans les décisions, même s'il ne vote pas sur ces décisions, il n'en demeure pas moins qu'il est bien au courant de ce qui se passe et que s'il y a quelque chose qui lui pose problème, il est en capacité de le dire. En tout cas, je ne vois pas comment, dans un conseil d'administration, on va empêcher le directeur général de dire « Attendez, là, vous me demandez de faire un truc, je ne suis pas d'accord avec. » Je ne vois pas comment c'est possible. Donc, je pense qu'en réalité, et c'est peut-être pour ça, au niveau de l'Assemblée, ils ont voulu mettre un peu d'ordre dans les choses. Ils ont voulu que ça se fasse avec un petit peu de souplesse, parce qu'il est clair qu'on ne va pas diriger une société comme TNTV, qui est une chaîne de télévision qui est basée sur du culturel, du social, etc., et une compagnie comme Air Tahiti Nui, où là, il y a carrément des chiffres d'affaires à faire rentrer, où on est dans la compétition en permanence avec d'autres compagnies aériennes. Donc, il fallait quand même ménager un petit peu de souplesse. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'obligation, comme ça a été souligné. On laisse un petit peu les entités fonctionner au mieux de ce qu'elles peuvent. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça nous a donné l'occasion de mettre des préconisations de bon sens et j'espère qu'elles seront entendues comme telles. Merci Madame la Présidente. Merci bien.
Oui, je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, bien que la CPS ne soit pas une SEM, mais effectivement que les pouvoirs soient séparés toujours, parce qu'effectivement, c'est le meilleur moyen d'aboutir à quelque chose de correct. Les administrateurs de la CPS ne sont pas rémunérés, me semble-t-il. D'autres questions? Moana? Et Yorana, Madame la Présidente, Yorana, aux invités, et Yorana, chers collègues. J'ai juste une remarque là concernant les présidents de SEM. Je sais pas, est-ce qu'il peut être dans le même domaine d'activité que la SEM, à titre privé? Enfin, c'est pour respecter les autres privés. Imaginez que M. Bertolon est dans l'assainissement. Est-ce qu'il peut être président de la SEM tout en exerçant la même activité à titre privé? Enfin, c'est juste pour éviter un conflit d'intérêts avec les autres entreprises. Voilà, je pose cette question. Parce que j'ai entendu parler de transparence. Ben, en fait, les PCA, il faut qu'ils soient administrateurs. Oui, non, mais si les patrons d'une entreprise dans la même activité, est-ce qu'il peut représenter la SEM? Là, ce n'est pas l'objet de notre texte. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais ça voilà. sort un peu du cadre, mais bon, on en parle souvent. Il y a conflit d'intérêts parce qu'il est dans la pêche ou il est déjà dans la pêche à titre privé. Est-ce qu'il peut représenter une SEM? Ou il est déjà dans l'assainissement? Est-ce qu'il peut représenter une SEM qui est dans cette activité d'assainissement? Enfin, c'est juste une remarque. Hein, c'est pour éviter par la suite les conflits d'intérêts. Parce qu'en étant président d'une SEM, tôt ou tard, les autres entreprises privées peuvent... Ah, mais lui, il est président de la SEM, mais il est aussi dans l'activité. Voilà, c'est juste une remarque. Merci. Ce que tu viens de dire, je pense que ça doit se trouver quelque part sur les incompatibilités. Être le conseil d'administration d'une SEM qui traite par exemple de l'eau et tu es toi-même dans ce métier-là, je pense qu'il y a certainement des incompatibilités qui doivent apparaître sur le code du commerce ou dans les lois ou peut-être même dans le statut de la SEM elle-même, quoi, je veux dire, parce que tu ne peux pas être juge et partie, hein, c'est le fondement de toute société, quoi. Donc, par contre, normalement, une SEM, hein, normalement, c'est une société privée qui appartient au pays, pour la plupart, c'est le cas 84%. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une minorité d'actionnaires possible venant du privé. Donc, forcément, la personne qui va être nommée par la majorité des actionnaires, qui en outre le pays, forcément, le choix va se porter sur quelqu'un qui va tout mettre en œuvre et suivre les stratégies pour que la société qui appartient au pays puisse fonctionner. Le but, il est là. Il ne faut pas non plus que les SEM nous laissent des artois, ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, c'est souvent dans un but, je pense, qui concerne une collectivité. Enfin, ce n'est pas à des fins privées, je ne pense pas. Hein? Si le pays investit, c'est pour la population, l'intérêt général, à mon avis. Qui plus est, un directeur général de la SEM ne peut pas être directeur général d'une autre société anonyme. Hein. C'est tout. Hein. Raymonde? Merci Madame la Présidente. J'aurais une question à poser à la page 5. Sur le premier paragraphe, c'est-à-dire la recommandation concernant la mise en cohérence des statuts types, notamment de l'article 18 des statuts. Je viens de relire l'article 18
Et l'article 18 dit déjà que les directeurs généraux ou directeurs généraux délégués sont choisis en dehors des administrateurs et des actionnaires. Par contre, à l'article 23, on ne le précise pas. Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'article 23 que l'article 18 qui doit être revu? Et il me semble que lors de la réunion justement avec certains intervenants, ils avaient parlé de l'article 23. Merci, Madame la Présidente. Page 5. Ça se trouve au 5e paragraphe de l'article 23. Article 23. Je ne sais pas où elle a été cherchée. Oui, Joël, parce qu'à l'article 18, on dit déjà qu'ils sont choisis en dehors des administrateurs et actionnaires, alors qu'au paragraphe 5 de l'article 23, ça n'est pas spécifié, me semble-t-il. Pardon. Raymond, dans le 18, on met s'il juge utile, il peut nommer un directeur général. Donc effectivement, il faut modifier, parce que s'il peut, il faudra dire que le directeur général est en dehors. Hein. Mais par contre, à partir du moment où le 18 dit que le directeur général est en dehors, lorsque dans le 25, on reprend le rôle du président du conseil d'administration, peut nommer un directeur général, ainsi qu'un ou plusieurs directeurs généraux délégués, lesquels peuvent se voir déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables. Ben là, à partir de ce moment-là, il faut qu'il remplisse la condition du 18, si on dit qu'il est en dehors, semble-t-il. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un impératif sur le 18, si on le modifie, à partir du moment où cet impératif s'impose, ben, il s'impose au 23. Pour être cohérent, quoi. Merci. Une autre question? Ou un avis? Madame la Présidente, en Oui. fait, pour compléter les propos de Joël, effectivement, la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui par un représentant de l'Assemblée prévoit quoi? C'est d'insérer dans la loi de pays du 11 janvier 2022 les dispositions qui précisent que le directeur général et le cas échéant les directeurs généraux délégués doivent être choisis en dehors des administrateurs ou actionnaires de la société. Là, c'est clair, c'est une obligation, à mon humble avis. Voilà.
Félix. Madame Présidente, et même le CESEC en commission, nous allons plus loin que cette obligation. Juste les paragraphes avant la conclusion, tout en haut, on demande même à ce que les SEM modifient leur statut pour se mettre en cohérence avec le texte de loi qui nous est proposé aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que, j'insiste, ça va complètement en contradiction avec les statuts des SEM, cette loi du pays. Mais j'insiste sur ce mot-là. Voilà, Marou. Thierry, oui. Oui, je reviens à mes questions de tout à l'heure sur le fait que c'est l'Assemblée qui initiait le sujet, parce que dans les SEM, qui décide en général, c'est bien le pays. Alors pourquoi il faut faire une loi pour que le pays s'oblige tout seul à changer des statuts? Il y a quand même quelques questions qu'on peut se poser, encore une fois, sur l'opportunité de la loi. Tout à l'heure, je n'ai pas eu la réponse de savoir quelle était la position du pays, de la présidence qui était invitée par la Commission sur ce projet de loi. Jeff. Il me semble que quand on les a reçus, justement, on est posé cette question en disant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est l'Assemblée? Vous êtes en train de... Il y a une petite guéguerre ou quoi ou qu'est-ce? La réponse a été faite tout sourire. Non, non, tout va bien. On n'est pas contre du tout. Vous n'imaginez pas des choses comme ça. Donc, en gros, on va dire que oui. Après, effectivement, alors, je comprends ce que dit Félix, sauf que je n'utiliserai pas ces termes-là. Je ne dirais pas que c'est en contradiction, mais je dirais que c'est quand même une petite contrariété. Il est clair que c'est une contrariété, puisqu'on va prendre le statut d'une SEM telle qu'elle fonctionnait, et on lui demande de revoir ce statut. Donc, effectivement, c'est une petite contrariété. On se posait la question à l'instant avec Thierry, soit ne pas faire partie du conseil d'administration, ok, mais pourquoi ne pas être actionnaire? Après tout, dans les entreprises, les gens qui sont actionnaires sont quand même bien placés pour être impliqués et pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on peut se poser la question, peut-être qu'il y a eu une volonté d'éviter le conflit d'intérêts, mais ouais, on ne sait pas trop. C'est peut-être un peu plus vertueux que ça voudrait l'être au départ. La question reste posée. Mais en tout cas, il est clair que, premier abord, ce qui est proposé, c'est-à-dire de mettre en place un président du conseil d'administration pour la stratégie et qui s'occupe que de la stratégie et un directeur général qui s'occupe que de l'opérationnel et de l'organisationnel, ça a du sens. Ça a du sens. En tout état de cause, lorsque c'est NTV qui est venu et puis là, Sofidep, ils étaient très satisfaits de cette dissociation. Ils disaient que c'était la solution. C'est-à-dire, depuis que la Sofidep est séparée, bon, ben, ma foi, c'est M. Play qui disait que c'était parfait. Puis quand on a reçu les gens de la Sofidep, c'est la même chose. Ils disaient que c'est ce qui convenait, c'est-à-dire pour bien ne pas mélanger les choses. D'un côté, la stratégie, de l'autre côté, gestion, suivi des objectifs, et ainsi de suite. Voilà. Donc, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, il faut un délai. Il faudra un délai, puisque cette loi ne s'impose que pour le futur, forcément. Donc, ce qui existe aujourd'hui continue à exister. Merci. Félix. Madame Président, dernière intervention. Alors, sur ce texte-là, au niveau des recommandations, nous avons été très méchants. Vous regardez à la page 4, le paragraphe en bas de page, où là, nous avons recommandé à ce que des sanctions soient imposées. Voilà. Que cette contrariété ne le devienne plus.
qu'on n'ait plus le, entre parenthèses, hein, qu'on n'ait plus le cul assis entre deux chaises. C'est très simple. Voilà. Maruru. Merci. Ben oui. Répondez. C'est une réponse. Jeff, oui. Merci Madame la Présidente. Tu as raison Félix. Mais ça s'appelle la responsabilité et la responsabilisation. Et quand qu'on fonctionne avec des deniers publics, on a un certain nombre d'obligations. Et quand les choses dérapent, il est normal que les personnes sachent qu'elles risquent quelque chose. Sinon, on prendra des décisions un peu à l'emporte-pièce, au doigt mouillé ou sous l'influence des uns et des autres, et au final, la bonne gestion ne sera pas assurée. Donc, on en a parlé, et là aussi, c'est une question de bon sens. Je dirais que la sanction, à partir du moment où il y a une loi qui s'impose, et on impose quelque chose et ce n'est pas respecté, ça me semble logique de sanctionner. C'est-à-dire ce qu'on fait, ce qu'on retient, enfin bref, la sanction me paraît logique. S'il n'y a pas de sanction, on peut faire n'importe quoi. D'autant plus qu'il y a déjà des sanctions qui sont prévues. Hein, à l'article au-dessus, à l'article LP 17, quand une personne physique qui exerce le mandat de directeur général d'une société d'économie mixte ne peut exercer aucun autre mandat de directeur général de société anonyme. Quand cette disposition n'est pas respectée, vous avez les sanctions en bas. C'est pour cette raison, puisque la proposition de loi nous propose d'intégrer LP 17.1-1. Donc il vient compléter ce qui existe déjà, puisqu'il y a déjà une sanction, pourquoi pas proposer une autre sanction quand il y a une modification qui vient être apportée. C'est dans ce sens-là que quelques-uns des membres de la commission, nous avons retenu en tant que rapporteur cette disposition qui, à notre sens, paraît pertinente. Il y a quand même des responsabilités, c'est de l'argent public aussi, quelque part. Enfin voilà, c'est tout. Un autre avis? Madame la Présidente, c'est mon avis personnel. Je dirais même qu'on n'a pas été assez méchants. Parce qu'on précise quand même que les actes qui vont être pris ne seront pas remis en cause si la personne désignée ne respecte pas. Moi, j'irai plus loin. Les actes qui vont être pris par cette personne doivent être normalement, à mon sens, doivent être annulés. On n'a pas été jusque-là. Voilà. Monsieur Fong. Merci bien. Un autre avis? Moana? Le directeur général n'est que le prolongement du conseil d'administration. Donc il a une mission en charge et en conséquence il est rémunéré là-dessus. Voilà, c'est juste une précision. Merci. Nous pouvons passer au vote, mais à présent, il n'y a plus d'avis. Je demande au rapporteur d'être assesseur maintenant. Merci. Merci, Madame la Présidente. Puisqu'il n'y a plus personne qui demande la parole, bien évidemment, on va pouvoir passer au vote, comme d'habitude, en deux temps, pour les présents et pour les personnes qui sont absentes et qui ont voté par procuration. Alors, une fois que j'ai fini d'annoncer le vote, vous levez la main, s'il vous plaît, Monsieur Maximilien. Vous levez la main quand je j'appelle. Après, je vais procéder à l'appel nominal pour que les choses soient claires. C'est plus important. Oui, non.
Alors, qui est favorable au projet d'avis qui vous est présenté? Alors, on va commencer par l'autre côté. Donc, Jean-Michel Onsan, Edgar Tayatua, Moana Mamaito Yautapu, Martine Neza, Maximilien Hawata, Maëva Vanna, Mireille Trouillet, Andrea Rohia, Isabelle Trebuc, Jean-François Benhamza, Sandra Labey, Léna Normand, Raymond de Raoul, Macalio Folitou, Ina Outia, Moyen Pereire, Temauri Yvette, Patrice Pohoué, Vairia Tehe, Félix Fong, Atonia Ter Inhorai, Vaitia Le Gaïc, Alain Teurier, Stanley Elacotte, Anne-Sophie Bonnat, Marguerite Lai, Karel Luciani, Thierry Mosser, ah non, pardon, Lucie Tifna, Joël Carillo, Voltina Romatarwa Dauphin, Eugène Sommers, Patricia Teriter Ahomia, pour les favorables. Qui s'abstient? Thierry Mosser. Qui est contre? 0 contre. Nous passons au vote de procuration. Alors, M. Marc Barcinas a donné procuration à M. Maximilien Hawata. Madame Diana Yenko a donné procuration à M. Edgar Tayatua. Madame Henriette Camien a donné procuration à Madame Patricia Teriter Ahomia. M. Christophe Play a donné procuration à Madame Andrea Rohiaou. Pour. M. Tekinui Porlier a donné procuration à M. Joël Carillo. Madame Mabaiki Teuyao a donné procuration à M. Félix Fong. Pour. M. Marotea Vitrac a donné procuration à Madame Raymond Raoul. Madame Mayana Bombridge a donné procuration à Madame Léna Normand. Monsieur Maxime Antoine Michard a donné procuration à Madame Isabelle Trebuc. Et Monsieur Louis Provost, enfin, à Monsieur Karel Luciani. Pour. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, voici notre projet d'avis adopté par 42 voix pour, 1 abstention et 0 contre. Félicitations. Alors, bien évidemment, on va remercier beaucoup de personnes. Tout d'abord, les membres de la commission, ainsi que le président qui a animé les discussions, les invités qui, par leur expertise, nous ont apporté de l'éclairage pour nous permettre d'effectuer, de rendre ce projet d'avis aujourd'hui. Et je n'oublierai pas, bien sûr, notre conseillère technique, Tekura, c'est ça? Elle ne veut pas qu'on la nomme, hein. Le SAFR, qui se cache. Voilà. Et sans elle, bien évidemment, il n'y aurait rien sur le papier. J'ose le dire. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Madame, Monsieur le rapporteur. Merci à nos invités d'être là. Merci aux membres d'avoir participé et donné votre avis. Je vous rappelle, laissez les dossiers. On le mettra en meilleure forme. C'est pour vous. Et si vous avez des questions, merci les invités. Vous pouvez disposer. Questions diverses, s'il y en a. Martine, c'est pas fini. Questions diverses, s'il y en a. Sinon, nous avons un bureau. Les membres du bureau. Eh bien, je clôt la séance. Merci beaucoup d'être venus. À la prochaine. Hey, le timing est bon. Vendredi. Bureau. C'est vrai, hein, on n'a pas besoin. Tout? Oh. Le 6. Oui. Ah. Vous êtes propre, Yann?
Bah, au bureau. Ça va vite. Ils n'ont pas été trop tatillons. Ouais. Ouais. Ils n'ont pas été tatillons.